Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints, d'avoir bravé la pluie et la circulation de ces heures matinales à Paris pour venir participer à ce nouveau rendez-vous que nous avons le plaisir d'organiser avec nos partenaires de la Poste Solutions Business. La thématique de ce matin est vers l'entreprise connectée. Nous allons parler bien évidemment de business dans l'univers Internet, de e-commerce, de mobile. Nous allons parler par ailleurs de data. Nous allons parler aussi de l'évolution de l'organisation, non seulement de la stratégie, mais de l'organisation également des entreprises pour bien se positionner sur cette nouvelle ligne de front du business qui est l'univers Internet et encore plus celui de l'Internet mobile. Je vais avoir le plaisir de jouer les Monsieur Loyal pendant cette matinée. Mon nom est Arnaud Legal, je fais partie de l'équipe de rédaction en chef, ce que j'espère être votre média économique préféré sur le web et l'Internet mobile aussi. Et je vais surtout avoir le plaisir de faire circuler la parole au sein d'un panel d'experts dont les marques sont toutes évocatrices et qui concentrent un important volume d'expérience, de savoir-faire et d'innovation dans les univers que nous allons couvrir ce matin. Nous avons, par ordre alphabétique et qui nous permet effectivement de respecter la préséance, Nathalie Andrieux, qui est DGA numérique du groupe La Poste et présidente de Mediapost Communication, qui est une offre justement packagée pour vous aider, pour apporter des solutions à leurs clients sur ces nouvelles lignes de front du business. Nous avons François Villeroy de Galhau, qui est directeur général délégué de BNP Paribas et qui porte justement l'une des marques qui représente un des principaux lancements dans cet univers cette année, c'est-à-dire Hello Bank. Nous avons Yves Tirode, qui est directeur général de voyagesncf.com, qu'on ne présente plus dans cet univers Internet. Un autre acteur de l'univers Internet qu'on ne présente plus, c'est Allociné. Nous avons son président-directeur général, Grégoire Lassalle. Et nous avons le président-directeur de Weborama, un expert de toutes ces questions de marketing numérique et notamment de la data, qui est au cœur des sujets de cette matinée. C'est Alain Lévy. Nous allons commencer tout de suite. Je parlais d'un des principaux lancements de l'année avec vous, François Villeroy de Galhau, puisque la banque en général et BNP Paribas en particulier étaient déjà assez avancés en termes de multicanal. On pourra y revenir sur ces sujets avec vous tout à l'heure. Mais là, vous avez franchi un nouveau pas avec le lancement de Hello Bank, qui est une nouvelle offre, plus encore que multicanal, elle est franchement digitale et même mobile. Pourquoi est-ce que vous avez franchi ce pas et pourquoi le faire maintenant ? D'abord, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Ça m'a permis déjà de découvrir une personnalité trop méconnue qui est Roland Bonaparte, qui donne son nom à ce salon. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent qui il est, je ne sais toujours pas, mais je vais creuser. Vous devriez pouvoir le trouver grâce à Internet si vous avez des smartphones. Je ne suis pas là pour vous parler de Roland Bonaparte, je suis là pour vous parler d'Hello Bank. Et effectivement, la question c'est pourquoi est-ce que une banque reconnue comme BNP Paribas, avec des réseaux d'agences dans 4 pays européens, moi je suis responsable de ce qu'on appelle nos marchés domestiques, c'est-à-dire France, Italie, Belgique, Luxembourg, puis un peu l'Allemagne, pourquoi tout à coup cette banque décide de lancer une deuxième marque avec des ambitions de clientèle qui vont rester évidemment minoritaires par rapport à son réseau installé. Alors ça a été une décision stratégique lourde pour nous, mais ça a été finalement une décision claire. Bon. Je dirais qu'il y a d'abord un postulat général, c'est que quand il y a une hésitation par rapport à une innovation qui se profile, on essaye toujours d'être du côté de l'innovation. Nous l'avons montré, je crois, dans notre dispositif vis-à-vis des entreprises, nous l'avons montré du côté des paiements. Il y a énormément de choses qui vont bouger dans le monde des services financiers. Les banques ont quelquefois une image peut-être un peu institutionnelle. Nous sommes persuadés que la banque de détail va plus bouger dans les 5 ans qui viennent que dans la décennie précédente, alors même qu'on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. C'est le modèle multicanal dont vous parliez. Sur la banque digitale, qui est la rupture que représente Hello Bank, nous sommes partis d'une analyse des comportements de nos clients, c'est-à-dire de nous tous, puisqu'on est tous clients bancaires. La première rupture qu'on avait connue, on peut la situer à peu près au tournant des années 2000, c'est le modèle multicanal. Le modèle multicanal, c'est probablement celui que nous pratiquons à peu près tous dans cette salle. Nous sommes rattachés à une agence, quelle que soit notre banque. Nous y avons notre compte, nous y avons un conseiller attitré, ça peut être d'ailleurs un centre de banque privée pour un certain nombre d'entre vous.
Mais au fond, nous allons de moins en moins souvent dans notre agence. Je pourrais faire mon sondage favori qui est de demander parmi vous quels sont ceux qui ont été dans leur agence bancaire dans le mois écoulé. Je pense qu'assez peu de mains se lèveraient. Faites plaisir à François Villeroy. Non, je ne vais pas vous imposer ça tout en tenant le café d'une main et le croissant de la seconde. Mais la troisième main se lèverait peu. J'aurais posé la même question il y a 10 ans. Beaucoup plus d'entre nous auraient répondu qu'ils ont été dans leur agence. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tout ce que nous appelons le daily banking, ou la banque de flux, ou la banque de transactions, est en train de sortir de l'agence. On ne va plus dans son agence pour déposer un chèque, pour faire un virement, pour retirer de l'argent. On retire de l'argent au distributeur. Bien sûr, ce service existe encore dans les agences, notamment pour les populations les plus âgées, mais le nombre de visites physiques dans les agences a considérablement diminué. Nous avons chiffré cette baisse en Belgique, un pays d'Europe du Nord un peu plus avancé, à moins 50 à moins 80% de visites physiques dans les agences depuis 2007. Ce n'est pas vieux, 2007. Là, je ne parle pas de la décennie, je parle de 5-6 ans. Il y a assez peu de commerces qui ont un tel recul de leurs visites physiques. Il y a un deuxième chiffre intéressant sur la Belgique, c'est que dans le même temps, il y a plus 38% de visites en agence sur des actes de conseil à forte valeur ajoutée. Parce que si vous allez voir votre conseiller, c'est parce que vous avez besoin d'un crédit immobilier, d'un placement d'épargne important ou du recrutement d'un nouveau client, parce qu'il y a un certain nombre d'actes, y compris nécessaires sur le plan réglementaire, pour devenir client bancaire. Ça, c'est le modèle multicanal et c'est le modèle majoritaire aujourd'hui et je pense qu'il va le rester pour un moment. La tendance va d'ailleurs se poursuivre à la diminution du nombre de visites physiques dans les agences et à la requalification du contenu de ces visites. Le modèle digital, c'est autre chose. Et je crois que quand nous avons réalisé cette rupture, nous avions déjà éclairé la moitié de la décision stratégique. Le modèle digital, c'est un certain nombre de clients potentiels, notamment parmi les plus jeunes, qui nous disaient « Écoutez, ce modèle avec un conseiller affecté, moi, honnêtement, j'en ai plus besoin. Ce que je vous demande, c'est une offre basique. Alors, je n'aurai pas la partie qualifiée que j'évoquais tout à l'heure. J'aurai une offre simple. J'aurai évidemment des tarifs qui sont plus attractifs. Et ensuite, je me débrouille tout seul. Et vous mettez tout ça en ligne. » Ajoutons-y quelque chose sur le plan technologique, c'est que nous avons voulu concevoir cette banque digitale d'emblée sur les derniers devices, c'est-à-dire le smartphone et la tablette. Il y aura sans doute quelques autres devices dans les prochaines années, mais on s'est situé dans l'après-PC. Et c'est-à-dire, François Villeroy, que c'est une sorte d'arme de première frappe par rapport à vos métiers historiques, par rapport à la structure historique d'une banque avec beaucoup de briques et de mortar ? C'est surtout une autre arme. Qui vise une autre clientèle. Nous l'avons présenté comme une arme de conquête de nouveaux clients. Tant que vous êtes lié au modèle agence et multicanal, vous êtes extrêmement dépendant de votre part de guichet, comme on dit, ce n'est pas un très joli terme, mais historiquement, les parts de marché des particuliers dans la banque de détail sont assez corrélées à la part de guichet. Il se trouve que BNP Paribas, c'est la plus grande banque française, mais ce n'est pas la plus grande banque en France, donc nous n'avons pas la plus grosse part de guichet. Évidemment, étant challenger, nous avons un intérêt supplémentaire à innover et à trouver une deuxième arme. Alors après, la décision qui a été prise, c'est de le faire sous une deuxième marque, puisque ça n'est pas les mêmes tarifs. Et nous avons fait évidemment un très gros boulot de préparation de l'offre. On a fait une espèce de start-up interne. Quand vous êtes un grand groupe, et je pense qu'un certain nombre d'entre nous peuvent partager cette expérience, le challenge pour innover, c'est de créer une équipe très intrapreneuriale qui vous donne le maximum d'autonomie. C'est ce que nous avons fait avec l'équipe d'Hello Bank. Et on a fait un énorme boulot. Au fond, si nous avons aujourd'hui une réussite dont je crois nous sommes fiers, nous avons fait un énorme boulot d'appropriation de ce projet et de cette innovation par le reste de l'entreprise. Vous voyez bien que quand vous êtes conseiller en agence, l'idée que votre boîte va créer une deuxième marque à côté, purement digitale, qui va s'appeler Hello Bank, ce n'est pas trivial. Bon. Je crois que nous avons bien réussi aujourd'hui le fait qu'en France, en Belgique, en Italie demain, puisque nous lançons Hello Bank début novembre, les collaborateurs du groupe soient fiers de cette innovation. Alors, plugger un nouvel univers digital sur une marque historique, c'est aussi ce que vous avez fait. Ça incarne en fin de compte Voyage SNCF, que vous incarnez vous-même, Yves Tirode. Mais l'expérience Voyage au SNCF, ça a été aussi
d'aller au-delà ce que j'appellerais le périmètre de légitimité historique de la marque SNCF, c'est-à-dire la vente de billets. Aujourd'hui, Voyage SNCF, c'est un portail qui offre du voyage sous toutes ses formes, du pack, et on est bien au-delà de l'univers historique de la marque. Comment est-ce que l'on réussit ce genre d'extension de gamme et puis aussi de disruption par rapport à ce que les anglo-saxons appellent le combat de marque historique? Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, ça c'est très très lié au choix qui a été fait par mes prédécesseurs, maintenant il y a plus de 10 ans, de sortir complètement l'activité Internet dans une filiale, et dans une filiale qui s'appelle voyagesncf.com, qui opère en France, mais aussi c'est moins connu, beaucoup à l'international, puisque on fait à peu près 4 milliards de ventes là cette année, mais dont 700 millions vendus à des non-français. Pas des Français qui partent à l'étranger, hein, des Allemands, des Américains, etc. Et on a 2 marques. Et on a une marque qui s'appelle voyagesncf.com, que vous connaissez tous en tant que Français, bien entendu. Mais ce qui est moins connu, c'est une autre marque qui s'appelle Rail Europe. Je pense qu'on en reparlera après sur l'international. Oui, on reviendra avec chacun d'entre vous du reste sur cette dimension internationale. Alors, il faut que vous compreniez bien l'élément qui est très différent peut-être d'autres modes d'organisation du digital choisis par d'autres grandes entreprises. C'est que nous sommes un pure player, agence de voyage. Nous sommes une agence de voyage. Ça veut dire que notre modèle économique est celui de... Nous vendons plein de produits différents. Alors, on vend beaucoup de trains, parce que c'est notre spécialité, mais on ne vend pas que ça. Et en fait, nous, on est rémunérés par les commissions. Et par exemple, quand nous, on vend des billets de train SNCF, nous sommes rémunérés de la même manière qu'une autre agence de voyage. C'est totalement opposable par rapport aux autres agences de voyage. Alors, ça, c'est très bien parce que ça nous donne beaucoup de flexibilité. Par contre, ça nous demande aussi, pour être profitable, d'aller chercher des revenus complémentaires. Donc, c'est pour ça que nous avions créé, il y a maintenant aussi plusieurs années, des alliances avec un certain nombre d'autres acteurs. Alors, par exemple, nous avons une joint venture avec Expedia. Expedia, c'est la plus grosse agence de voyage en ligne mondiale, hein, qui pèse 34 milliards. Hein, enfin, c'est un géant. Nous avons aussi des alliances avec les chemins de fer suisses. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on soit une filiale pure player avec un modèle économique d'agence de voyage fait qu'on a créé plein d'alliances capitalistiques avec plein d'acteurs partout dans le monde. C'est le premier point. Et pour être une entreprise connectée efficace, il faut aussi travailler en réseau. Voilà. Plus dans cet univers-là. Je pense que pour être une entreprise ou un pure player, hein, ce que je représente là aujourd'hui, vous n'avez pas le choix, vous devez être à la fois connecté et global. Si vous n'avez pas des volumes absolument gigantesques, vous n'arrivez pas à être profitable. Alors le deuxième élément qui est complètement lié au monde du tourisme, c'est que quand vous vendez un billet de train ou un billet d'avion, en fait, la rémunération est extrêmement faible. Elle est extrêmement faible, donc vous devez, pour pouvoir être profitable, rajouter de la vente de prestations additionnelles. Alors c'est ce que nous faisons. Alors on fait, parfois ça marche très 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 bien, parfois ça marche moins bien, il faut plus de temps. Nous on l'a fait autour de 2 promesses clients, qui sont la première. Alors notre objectif n'est pas d'être le champion du tourisme pour envoyer les Français dans le Maghreb, à New York ou en Asie. C'est pas ça notre truc. Notre truc, nous, on est une boîte qui est française, et notre objectif, c'est de faire venir l'ensemble du monde en France. Donc on vend la destination France, et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de faire que les Français voyagent en France. Donc c'est pour ça qu'on a packagé un certain nombre de choses dans nos offres. La première chose, c'est qu'on vend de l'hôtel, qui au passage est extrêmement plus rémunérateur en commission que la vente de transport. On vend aussi de l'avion, pas mal. On vend aussi, alors on va surtout le vendre beaucoup à partir de cet hiver. Nous allons lancer une énorme offre qui sera la vente de spectacles packagés avec le transport, la vente d'événements sportifs par exemple, tout ce qui est autour de la destination. Notre but, c'est pas de vendre uniquement du Paris-Lyon, et ça c'est très important, il faut qu'on le fasse très bien, il n'y a pas de débat. Mais pour aller plus loin, pour aller chercher de nouveaux clients et de nouveaux revenus, ce que nous voulons faire, c'est packager la destination avec le transport pour y aller. Et il y a plein d'exemples qui nous permettent de générer plus de trafic et plus de revenus sont extrêmement nombreux. Par exemple, nous avons un partenariat avec l'Olympia. L'Olympia, globalement, sa zone de chalandise, en général, c'est l'Île-de-France. Nous avons lancé un packaging avec eux qui permet de faire venir des gens
qui viennent de partout en France, voire de Bruxelles ou de Londres pour des spectacles particuliers. Alors, c'est un exemple. Justement, sur cette dimension de package, on voit qu'elle est au cœur de votre stratégie. Elle est au cœur de ce que vous appelez votre promesse client. Mais pour qu'un package soit attractif, il faut qu'il soit finement réglé par rapport à ce que l'on sait être les comportements de ses clients. On imagine, ça nous ramène effectivement à ce big data qui est au cœur de cette matinée, de tout un tas de sujets, qu'il y a énormément de données dans tout ça et d'exploitation de ces données. Vous pouvez nous indiquer justement comment vous l'intégrez au cœur de cette stratégie ? Nous, les données, c'est un peu notre carburant. Par contre, c'est un carburant qu'il faut manier avec beaucoup de, je dirais, de dextérité, de prudence. La première chose, c'est nous ne pouvons pas utiliser les données qui sont, je vous rappelle, qui ne sont pas les nôtres, elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent avant tout aux clients. Je pense que beaucoup d'acteurs de l'Internet l'oublient. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Et du reste, si nous n'y prenons pas garde, je pense que le client saura nous le rappeler. Donc on utilise ces données de telle manière à lui proposer la meilleure offre au meilleur moment. Donc c'est clair que quand on va vers des domaines qui sont plus éloignés du train, fatalement, on va s'intéresser à, je ne sais pas, vous aimez beaucoup Elton John, ça nous permet de... Et comment savez-vous que j'aime Elton John ? Parce que vous nous l'avez dit. Et quand est-ce que je vous l'ai dit en achetant mon billet ? Vous nous l'avez dit quand, par exemple, on vous l'a demandé ou qu'on l'a vu sur Facebook ou des choses comme ça. Voilà. Mais on vous demande... Ça s'appelle du data mining, voilà. Alors peut-être, mais en tout cas, ce qui est important, vu de nous, c'est qu'il faut qu'on soit extrêmement... Nous, nos données, pour être très très clair, l'ensemble des données que nous utilisons, elles sont toutes stockées en France. Et du reste, tous nos data centers sont en France. C'est un choix stratégique que nous avons fait pour l'ensemble du monde. Mais ça veut dire que nous appliquons la réglementation en vigueur en France, avec la CNIL, etc., etc. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les grands acteurs de l'Internet, qui les mettent parfois dans des endroits où on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, on fait très attention à ça. Je pense que c'est un élément de débat. Parce que ça fait partie de la promesse client aujourd'hui par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure ? Moi, je crois. Je crois que l'utilisation raisonnée des données des clients, c'est un élément extrêmement important. Et que les gens qui ne le font pas ou qui font un opt-in un peu sauvage, je pense qu'ils le paieront à un moment ou l'autre. De pure player en pure player, on va écouter maintenant un premier élément de témoignage de Grégoire Lassalle. Alors vous êtes un pure player du web, historique, un historique du web, avec un modèle publicitaire qui est très puissant. Et derrière, chez vous aussi, on suppose un ciblage très fin pour à la fois répondre aux demandes spécifiques du client final, qui veut savoir ce qu'il en est de tel film dans telle séance près de chez lui, et puis à l'autre bout de la chaîne, un taux de transformation pour vos annonceurs. Aussi avec là, on imagine du ciblage très fin encore une fois. On imagine qu'il y a de la data partout. Où est-ce qu'elle est le plus stratégique et comment essayez-vous de la gérer la plus finement possible ? Bonne question. Bonjour à tous. Nous, on vit effectivement que de la publicité, enfin à 85% de la publicité, donc il faut essayer de ne pas louper un train, sans jeu de mots. Et en plus, la publicité est en train de bouger d'une façon incroyablement rapide dans ses usages, mais là, on parlera évidemment beaucoup mieux que moi. L'important pour nous, c'est à partir du moment où ce qu'on appelait la publicité classique, le display, pour ceux qui connaissent un peu le web, est en train de mourir, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'appétence des clients pour une publicité, ce qu'on appelle les bannières. Parce que c'est plus assez différenciant. Parce que ce n'est pas différenciant, exactement. Et donc, petit à petit, on se tourne vers ce qui pourrait marcher. Donc, à notre sens, il y a deux choses. Il y a la vidéo, qui reste encore une mine d'or potentielle parce que c'est ce que demande le client. Grâce à la téléphonie 3 ou 4G, ça va plus vite. Et donc, on peut placer une pub avant, les fameux mid-roll, pré-roll, post-roll. Donc, la vidéo, on s'en occupe beaucoup. On a la chance d'être un média cinéma. Donc, on a beaucoup de vidéos à mettre à disposition de nos clients. Et puis, la seconde partie, c'est effectivement le ciblage. On appelle ça le ciblage, que l'on peut faire nous-mêmes ou que l'on peut faire avec des professionnels. C'est d'essayer... Quand on a, soit dans notre groupe, on a quand même aujourd'hui, dans notre groupe, on a, rien qu'en France, environ 3 millions de personnes qui viennent chaque jour sur un de nos sites, depuis qu'on a rejoint le groupe Fimalac. Et donc ces 3 millions de personnes, déjà, on peut s'imaginer, on travaille dessus, de faire circuler une personne, et en connaissant ce qu'elle a fait, sa façon de se comporter, on va lui répéter, ou pas d'ailleurs, les messages. Et puis après, indépendamment de notre propre groupe,
on a affaire à des agences qui, elles aussi, vont essayer de faire circuler, d'essayer d'aller chercher le client, mais Alain l'expliquera mieux que moi, de pouvoir maximiser. Et donc, pour un client qui s'appelle carte noire ou quel qu'il soit, c'est effectivement un truc qui va payer plus cher, mais qui a une vraie valeur ajoutée, puisqu'on sait exactement quelle typologie de client, à quelle typologie on va s'adresser. Je rebondis sur votre « on fait circuler ou pas la publicité ». Comment est-ce que vous gérez, en fin de compte, l'un des nouveaux risques en matière de relations clients que l'on rencontre dans cet univers Internet, qui est celui du too much, d'une publicité, de messages qui soient trop intrusifs et qui finalement crée plutôt de l'animosité, voire du rejet chez le client. Ah oui. On imagine que chez vous, la voie est pour le moins étroite. Mais nous, on dit souvent qu'on est un petit peu un arbre de Noël, c'est-à-dire avec beaucoup de guirlandes dans tous les sens. On a la chance. Mais ça peut être une indigestion, parfois, un arbre C'est de possible. Noël. On a juste une chance chez Allociné, c'est qu'on est un site cinéma, par définition, et que la publicité cinéma pour 9 clients sur 10, internautes sur 10, n'apparaît pas comme de la publicité. C'est-à-dire quand ils voient une affiche de Georges Clooney, une photo ou une bande-annonce de cinéma, c'est pas pareil que s'ils voient une voiture ou un contrat d'assurance. Oui. On a cette petite chance. Néanmoins, on fait bien attention à ça. Donc il y a deux choses. Il y a l'exposition publicitaire sur nos pages. Est-ce qu'on met 1, 2 ou 3 publicités? Bouge-t-elle ou pas? Sont-elles vidéo ou pas? Première chose. Et la deuxième chose, c'est par rapport à chaque internaute, à chaque visite, on a ce qu'on appelle un capping, c'est-à-dire à combien j'expose monsieur, la même publicité Lacoste ou BNP, combien de fois on va lui imposer sur une même session. Donc il y a des sites qui vont à volo et qui vont le mettre à toutes les pages. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Et nous, on a un capping, en règle générale, pas plus de 2 fois. Ce monsieur aura la même publicité sur sa session de plusieurs pages. Voilà, c'est un exemple concret, mais ça montre bien effectivement la nécessité du réglage fin dans ce domaine. C'est extrêmement important. Nathalie Andrieux, votre métier au groupe La Poste, c'est d'apporter des solutions à vos clients, et notamment, on pourrait résumer ça par le fait de les aider à se rapprocher de leurs propres clients. Dans cet univers Internet, quels sont, en termes de nouveaux services, en termes de nouveaux outils, est-ce que vous avez quelques fers de lance par rapport aux expériences de nos premiers témoins à nous évoquer, à nous faire partager? Bonjour à tous, tout d'abord. Alors, avant de répondre à votre question, si vous permettez, moi, ce qui m'a frappé dans ce que je viens d'entendre, c'est à chaque fois, on parle beaucoup plus client qu'avant. Et je pense que le sujet, c'est vers l'entreprise connectée. Et je trouve que jusqu'à présent, on disait le client, il faut le mettre au centre. Donc, on avait des grandes réunions. Le client est au centre, c'est lui qui nous paye. Le client est au centre. Puis une fois qu'on avait mis au centre, on oubliait qu'il était là. Et puis, on parlait de nous. Et là, on voit qu'à chaque fois, c'est le client qui choisit, le client qui veut, le client... Et je trouve que ça, c'est la révolution qu'on est en train de vivre. C'est le client au centre. Et c'est un peu une révolution sociétale, finalement, parce qu'on est passé, pour ceux qui sont numériques ou informatiques avant, à un système qui était extrêmement descendant, avec des gros mainframes et des postes de travail absolument sans aucune intelligence, à une logique de client-serveur, à une logique maintenant de peer-to-peer avec des machines qui tiennent là-dedans et qui sont plus puissantes que bien des choses. Et pareil en ce qui concerne Internet, où on est passé de vraiment la diffusion en masse d'informations. D'ailleurs, Internet, par ce biais-là, a été d'abord un des premiers médias de masse et en même temps la capacité d'être très ciblé, donc en cassant cette barrière entre above the line et below the line. Et puis, en allant plus loin avec le Web 2.0, en devenant collaboratif, et maintenant, ce qui compte, c'est le nombre d'avis qu'on a, le nombre de followers. On a plus confiance dans les avis des gens qu'on ne connaît pas que quand les publicités classiques de la marque. Donc, on voit bien que le client, il n'est plus au centre, ou alors il est plus que jamais au centre. Oui, il a pris le pouvoir, quoi. Comme le disait le patron de Walmart, le vrai patron, c'est le client. Voilà, mais là, maintenant, c'est vrai, quoi. Je pense que pendant longtemps, on l'a dit et puis on l'a oublié. Et là, voilà. Et puis alors, La Poste, parce que vous parlez de ne pas rater un train, donc moi je peux dire comme une lettre à la Poste, hein, on fait ce qu'on peut à cette heure-là du matin. Ça part bien, je vous confirme. Voilà. Mais La Poste, c'est vraiment ça, on est passé de l'usager au client, et maintenant là aussi on sait qu'on a un client qui a le choix. Et donc à partir de là, et à partir du moment où on met le client au milieu, ce qui compte c'est la connaissance client. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive au data. Ce n'est pas data ou non-data, c'est connaissance client ou connaissance client. Et on ne pourra rien faire sans la connaissance client. Donc, l'important, c'est bien de créer une relation. On n'est plus dans du marketing one-shot, on n'est plus dans la publicité descendante, on n'est plus dans la masse, tout le monde devant le 20h de Claire Chazal sur un canapé en randonnion.
on est dans la personnalisation, dans ce qui intéresse le client. Et le fait de créer une relation au client, ça implique deux choses. Cette relation, elle est forcément multicanale, on en a parlé, cross-canal, multicanal, c'est la façon dont on les intègre. Et la deuxième chose, elle passe sur la data, sur la connaissance client. Et là, encore une fois, je fais une différence entre data et connaissance client parce qu'on peut avoir beaucoup de données et pas savoir l'exploiter. Vous en avez parlé tout à l'heure avec le data mining. C'est bien de rappeler dès le début qu'une donnée n'a de valeur que si elle est effectivement analysée et exploitable. Si elle est analysée et exploitée. Et donc, tout ce qu'on veut, nous, c'est de dire, pour créer une relation, il faut qu'on soit multicanal et il faut qu'on ait des outils et qu'on soit tourné autour de la data. Et c'est le chemin qu'a fait Mediapost Communication. Alors, comme ça me permet, si vous le permettez, de faire tout de suite une petite insertion parce que nous avons un nouveau directeur général à Mediapost Communication qui est dans la salle et donc ça me donne l'occasion de vous le présenter. Donc c'est Jérôme Toucheboeuf qui est là. Faites un petit signe voilà. de la main. Voilà, Jérôme. Il est là. Voilà. Donc, pour le networking à la fin, c'est dans cette direction. C'est là. Ça fait 6 semaines qu'il est là, il connaît tout. Donc n'hésitez pas à aller lui poser toutes les questions. Puis si jamais ce n'est pas le cas, vous revenez me voir après. Hein, on est d'accord. Donc voilà, donc ravi de vous le présenter parce que justement le fait que Jérôme nous ait rejoint, c'est parce que Mediapost Communication a fait tout un chemin en passant du offline au online et justement aujourd'hui place la connaissance client au centre avec des outils qui vont du offline classique jusqu'au online. Alors vous êtes très branché, je crois, pour rentrer un peu dans les détails techniques, vous êtes très branché Open Data avec un partenariat Data Connexion. Ça signifie quoi pour vos clients ensuite? L'Open Data ou le client? Le client. Non, l'open data et toute cette dimension. Forcément, le client, il est partout. Mais cette dimension open data. Alors, ce que ça signifie, c'est, je crois qu'on a compris, qu'on ne peut plus faire les choses seul et qu'il faut s'ouvrir. Et que finalement, le plus important dans le mot open data, c'est le mot open. Et c'est s'ouvrir, c'est à la fois... Mais je crois qu'autour de nous, on a des experts qui travaillent avec tout un écosystème en donnant des données et en permettant à un écosystème de s'en emparer pour développer des applications qui sont utiles là aussi pour le client. Et pour la Poste, ça veut dire mettre à disposition un certain nombre d'informations. Je dirais que les ouvertures de bureaux de poste, ça peut être une information. Les dates de relevé des boîtes aux lettres, ça peut être une autre information. Mais on peut aller bien au-delà parce qu'on a beaucoup d'informations. Donc là aussi, tout en étant très respectueux de la vie privée, de la privacy, et là plus que jamais, je crois que la Poste, les facteurs sont assermentés, on ne lit pas les contenus des courriers, on ne lit pas les contenus des emails, et on est extrêmement vigilant sur cette privacy. Mais c'est la conviction qu'on ne peut plus faire seul, même si on s'appelle la Poste, même si on est le premier employeur de France après l'éducation nationale, même si on a 260 000 personnes, ben non, on ne peut plus faire seul, on ne doit pas faire seul, et on doit travailler avec un écosystème, on doit s'ouvrir, que ce soit sur les datas ou que ce soit sur les applicatifs. C'est-à-dire que vous travaillez en réseau justement sur l'exploitation de ces données, leur enrichissement pour apporter justement des solutions de plus en plus fines, de plus en plus personnalisables à vos clients, pour leurs clients à eux? Oui, ou qu'on met à disposition des données publiques, mais d'une certaine forme qui permet à des développeurs malins de développer des applications qui mettent à disposition des clients. Votre regard sur tout ça, Alain Lévy, vous êtes notre expert en data ce matin, si vous me permettez de vous réduire à cette dimension. Mais les expériences de nos témoins, elles vous inspirent quoi? Ce sont juste de bons élèves, des role models, comme disent les anglo-saxons, avec des stratégies particulièrement fines et des moyens un peu au-dessus de la moyenne, ou on touche là à des nouvelles lignes de front du business? Vous le voyez comment? Bonjour. Je crois que c'est assez intéressant ce qu'on vient de voir en quelques minutes, puisque finalement, on a évoqué l'ensemble des problématiques importantes du moment et qui sont plus simplement des problématiques digitales comme on avait l'habitude de les cantonner. Mais aujourd'hui, ce sont des problématiques stratégiques d'entreprise. Le numérique est partout. Donc la question des terminaux et de la mobilité, on a vu ça. On a vu la question pour les pure players de la nécessité, la course à la taille et à l'efficacité sur les marges et comment est-ce que la data peut contribuer à améliorer ce petit pourcent qui fait la différence. Les formats avec Allociné, les questions de privacy, les questions de data. Donc je crois qu'on a toute entreprise aujourd'hui, qu'on soit pure player, qu'on soit un grand acteur, qu'on soit un nouvel entrant, doit aborder l'ensemble de ces questions parce que la stratégie de l'entreprise sera basée autour de ces questions. Au plan donc de mon domaine d'expertise, si vous voulez, moi je rappelle que Weborama, c'est une entreprise technologique qui a développé une plateforme
qui permet de piloter le média par la data. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il se passe deux éléments importants qui sont tout à fait structurants, à mon avis, de la discussion qu'on a là. C'est d'une part le développement des technologies big data. Donc la data, ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein. La Poste travaille avec la data depuis Mathusalem, et donc on n'a pas inventé la data, et personne n'a la prétention d'avoir découvert la data. En revanche, les technologies digitales qui se sont développées dans les dernières années font qu'on peut manipuler, organiser, stocker cette data de manière extrêmement efficace et à des coûts raisonnables. Point 1. Point 2, notre écosystème de la publicité digitale a considérablement évolué récemment, avec notamment la mise en place de toutes les technologies temps réel, ce qu'on appelle le RTB, les ad exchange, etc. Alors, il y a beaucoup de termes barbares et on est des spécialistes dans notre univers pour essayer de fermer et de mettre des palissades autour de nous pour qu'on ait l'air très malin. Traduisez-nous pour ceux qui ne sont pas effectivement en train de gérer du voilà. RTB ou de l'ad exchange tous les jours. En valeur d'usage, ça change Alors, quoi? en valeur d'usage, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que la promesse, le rêve du marketeur qui a été défini il y a bien longtemps par Procter & Gamble notamment, à savoir envoyer la bonne publicité à la bonne personne, au bon moment, dans le bon contexte, au bon prix, et maintenant en temps réel, et ben, tous les éléments technologiques sont en place pour pouvoir délivrer cette promesse. Et du coup, ça veut dire que avec un élément important qui sont ces petits outils qui permettent surtout de la recevoir à la bonne personne, de la recevoir partout. C'est ça aussi qui change la donne. Voilà, c'est tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent qui fait qu'on est aujourd'hui avec à la fois la possibilité de le recevoir dans le bon format, sur le bon terminal, mais aussi en tenant compte de qui est la personne qui est derrière ce terminal. C'est-à-dire que quand on est, pour donner un exemple extrêmement simple, vous êtes deux personnes qui êtes connectées sur le même site au même moment, alors ça peut être en mobile, au même moment, eh bien, vous allez avoir des publicités qui seront différentes, qui n'auront pas été achetées au même prix et qui tiendront compte d'un très grand nombre de facteurs, la météo, l'endroit où vous vous trouvez et votre historique de surf. Alors, on voit bien que l'un des changements, tout de même, c'est que jusqu'à présent, on pouvait considérer peut-être que la donnée était un outil, tandis que maintenant, si on veut être à l'état de l'art, elle doit être au cœur de la stratégie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'au-delà des témoignages que nous avons pu partager ce matin, est-ce que vous avez, en benchmarkant l'ensemble de l'écosystème aujourd'hui, des expériences qui vous ont particulièrement marqué, d'entreprises qui sont particulièrement avancées en ce domaine?